Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Je vais donc aujourd'hui poursuivre cette exploration des grands domaines couverts par la linguistique analogique ou par la problématique analogique en linguistique. Et plus spécifiquement, nous allons terminer d'examiner les fonctions de l'analogie, enfin terminer cette semaine ou la semaine prochaine, les fonctions de l'analogie. Nous avons vu au cours des séances précédentes en quoi consistaient les fonctions discursives, catégorielles et régularisatrices. Et je m'étais arrêté la semaine dernière à la fonction figurative de l'analogie. J'avais eu simplement le temps de vous parler de la distinction entre les formulations binaires ou proportionnelles de cette fonction figurative de l'analogie, donc binaire dans le cas de la métaphore, proportionnelle dans certaines analogies argumentatives. Je parlerai un peu plus tard du rapport entre cette notion d'une fonction figurative de l'analogie et le concept peircien d'icône ou d'iconicité, puisqu'évidemment vous saisissez immédiatement un lien entre l'idée d'image et l'idée d'icône. Donc comme l'image a un rapport avec la figuration, la figurativité, on va voir cela, il y a forcément quelque chose à établir dans le lien entre iconicité et image, mais j'en parlerai plus spécifiquement ultérieurement dans le cadre de la fonction, d'une autre fonction de l'analogie, la fonction iconique justement de l'analogie. Alors, ce que je voudrais traiter aujourd'hui, c'est dans le cadre de cette présentation d'une des fonctions de l'analogie, c'est d'une part de situer cette fonction par rapport à une interrogation générale sur la question de la figure ou de la figuralité. Figure au sens habituel du terme, en stylistique ou en rhétorique. Qu'est-ce que c'est qu'une figure et qu'est-ce que c'est que la figuralité de la figure? C'est-à-dire que très souvent, on classe un certain nombre de choses, de phénomènes linguistiques ou stylistiques à l'intérieur de la notion de figure, mais sans tellement s'interroger sur ce que ça signifie qu'être une figure pour des êtres de langage. En quoi des mots, qui sont plutôt des êtres sonores, a priori, sont en même temps des figures ou des images. Bien. Alors, je vous montrerai pourquoi il est assez classique et naturel qu'on oublie cette dimension figurative, disons, de la figure. Ensuite, le développement de mon raisonnement reposera sur l'idée que s'il y a de la figure ou de la figurativité ou de la figuralité, on précisera tout cela après, dans certaines constructions linguistiques, c'est que il y a une certaine façon de penser l'image, si l'on admet que ces notions de figure, de figuralité, de figurativité renvoient à la notion d'image. Il y a donc une certaine façon de penser la notion d'image qui dissocie l'image du visible. Parce que si on veut appliquer le concept d'image aux dimensions linguistiques, c'est-à-dire au langage, eh bien, il faut bien que l'image soit autre chose que seulement du visible. D'accord ? Donc, il faut que je justifie une forme de dissociation du concept d'image et du concept de visibilité. J'introduirai ensuite un concept qui n'est pas du tout utilisé en linguistique, mais qui est utilisé beaucoup en psychologie cognitive, en particulier chez les psychologues qui travaillent en psycholinguistique, c'est la notion d'imageabilité. Curieusement, c'est un concept que, à ma connaissance, les linguistes n'utilisent jamais. Mais il est très courant en psychologie depuis un certain nombre d'années,
et il renvoie à une propriété de certains mots cette propriété consistant à dire que certains mots véhiculent des images mentales. Et donc on verra comment, en psychologie cognitive, on décrit cette notion d'imageabilité. J'adopterai ensuite un point de vue beaucoup plus philosophique, disons, en m'inspirant des travaux, vous le verrez, de Marie-Josée Monzin, peut-être que certains d'entre vous connaissent cet auteur, qui est une des grandes spécialistes françaises de la question de l'image, qui s'est beaucoup interrogée sur l'émergence en Occident du concept d'image, en particulier à partir d'un travail sur la querelle des iconophiles et des iconoclastes à Byzance, etc. Enfin bref, on va. Donc il y a là aussi une façon de penser l'image indépendamment des visibilités ou de la visibilité, mais qui part d'un point de vue cette fois-ci donc plutôt philosophique. Et enfin, on parlera de la place de l'analogie dans l'effet d'image, et j'essaierai de vous montrer quelles sont les conditions qui peuvent provoquer un effet d'image dans une structure linguistique. Alors, je commence donc par le premier point, l'oubli de la figuralité de la figure. Alors, qu'est-ce que c'est que le langage figuré? Bon, les définitions sont diverses, mais en général assez stabilisées autour de cette idée que j'emprunte au vocabulaire de stylistique de Mazzalera et Molinier. Il y a figure dans un segment de discours ou dans un discours tout entier considéré comme unité globale, lorsque l'effet de sens produit ne se réduit pas à celui qui est normalement engagé par le simple arrangement lexico-syntaxique de l'énoncé. Donc, cette définition présuppose l'existence de ce que l'on pourrait appeler des régimes sémantiques, deux régimes sémantiques, un régime sémantique de la figuralité et un régime sémantique de la littéralité. Le régime sémantique de la littéralité se caractérisant par le fait qu'il est compositionnel, c'est-à-dire le sens produit se réduit à ce qui est simplement arrangé par l'organisation lexico-syntaxique. D'accord ? Vous dites l'ordinateur est sur la table. Bon, vous êtes dans le régime de la littéralité. Vous dites le Premier ministre a démissionné. Vous êtes dans le régime de la littéralité. Mais vous dites, comme dans le poème de Hugo que j'avais cité au début, ici, hein, je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Bon, il n'y a pas d'or qui tombe. Voilà. Donc on sort du régime de la littéralité, on est dans le régime de la figuralité. D'accord ? Donc c'est une formulation, si vous voulez, qui me paraît claire, d'une idée qui est très banale hein, dans les analyses linguistiques, stylistiques, etc. Ça, c'est la délimitation générale du langage figuré. Hein. Il y a langage figuré chaque fois qu'on n'est pas dans le littéral. C'est une définition négative, au fond. Hein. Alors, maintenant, la question de la figuralité de la figure. Alors là, on peut remonter à Fontanier, qui dit la chose suivante, qui a bien vu le problème que pose l'idée de figure. Alors, je cite ce passage de Fontanier. Le mot figure n'a dû d'abord se dire, à ce qu'il paraît, que des corps, ou même que de l'homme et des animaux considérés physiquement, et quant aux limites de leur étendue. Et dans cette première acception, que signifie-t-il ? Les contours, les traits, la forme extérieure d'un homme, d'un animal ou d'un objet palpable quelconque. Donc la figure, dans un sens, si vous voulez, dans un sens littéral, s'applique à des objets physiques, à des corps. Hein, la figure de quelqu'un, la figure d'un animal, bon. Je poursuis la citation. Le discours, qui ne s'adresse qu'à l'intelligence de l'âme, n'est pas, même considéré quant aux mots qui le transmettent à l'âme par l'essence, un corps proprement dit. Le discours n'est pas un corps.
Il n'a donc pas de figure à proprement parler. Donc, vous voyez où on s'engage dans l'idée que la définition de la figure est elle-même figurée. Mais il y a pourtant, dans ces différentes manières de signifier et d'exprimer, quelque chose d'analogue. On retrouve l'analogie, mais bon, là, je ne la commente pas dans ce sens-là, mais vous voyez qu'on a ici besoin de... Enfin, Fontanier recourt à l'analogie dans une perspective explicative, quelque chose d'analogue aux différences de forme et de traits qui se trouvent dans les vrais corps. C'est sans doute, d'après cette analogie, qu'on a dit par métaphore les figures du discours. Mais cette métaphore ne saurait être regardée comme une vraie figure, parce que nous n'avons pas dans la langue d'autres mots pour la même idée. Alors ça renvoie, si vous voulez, à la définition propre à Fontanier de la notion de figure, qui est l'idée qu'il y a vraiment figure quand on a le choix entre deux dénominations. Donc on choisit une dénomination figurée par opposition à une dénomination au sens propre, mais cette définition-là est propre à Fontanier, elle n'a pas une valeur générale. Donc, simplement, je vous indique cette citation pour vous dire que, très tôt, on s'est rendu compte que la notion même de figure appliquée à des phénomènes langagiers ou linguistiques pose un problème. On peut parler de figure, mais il ne s'agit pas de figure au sens propre. Alors, on ne sait toujours pas exactement de quoi il s'agit, au fond. Alors, deux autres références pour continuer à documenter cette idée. Dans le très bon livre d'Irène Tambamès, Le sens figuré, on peut lire la chose suivante. Elle justifie pourquoi elle a éliminé la notion d'image. Elle parle plutôt de figure, de sens figuré. Le mot d'image, à son tour, a été écarté, donc elle éliminait avant dans son propos trope, comparaison, métaphore. Donc, le mot d'image à son tour a été écarté, non sans une certaine hésitation, un moment séduite par cette appellation qui marquait le rapport existant entre le mode d'expression figuré et l'imagination. Nous y avons pourtant renoncé, de crainte que la priorité à une fonction psychique ne fausse notre appréhension des données linguistiques en organisant celles-ci suivant un ordre étranger à leur structure propre. Alors, vous voyez qu'on a ici, dans cette argumentation, un argument différent qui relève de l'idée que s'intéresser à l'image en tant que telle, ce serait entrer dans une perspective psychologique ou cognitive. Or, une certaine façon de faire de la linguistique considère que on doit, si vous voulez, une façon héritée du structuralisme, on doit renoncer à tout facteur explicatif qui soit hors des structures linguistiques elles-mêmes. D'où l'idée ici, défendue par Tambamès, mais qui était encore à cette époque-là, vous voyez, dans les années 80, très répandue notamment en France, que la psychologie ne peut rien nous apporter d'intéressant au sujet du langage parce que on est dans un ordre explicatif qui n'est pas à la mesure de l'ordre explicatif strictement langagier. Bon, dernier exemple, dans ce livre également très très intéressant pour une nouvelle théorie des figures de Joël Garde-Tamine, on a un certain, comment dire, une approche très rapide malgré tout de cette notion d'image. Vous voyez, elle a le chapitre 4 de la troisième partie, la troisième partie de son chapitre 4, les propriétés particulières de la figure, la visibilité. Elle s'interroge sur la notion de visibilité, mais elle va très très vite. Chapitre 6, partie 2, 4 mètres sous les yeux, mais en réalité, ce qu'elle vise par là, ce sont des phénomènes qui n'ont pas la généralité du concept d'image qu'on pourrait appliquer bien sûr à la métaphore, puisqu'il est question ici de phénomènes très spécifiques que sont l'hypotypose ou l'ekphrasis, c'est-à-dire des descriptions qui mettent sous les yeux, comme on dit. Donc alors, ce
que je conclus de ce rapide tour d'horizon, c'est l'idée que le fait qu'on ait très peu thématisé la question de la figuralité en linguistique est causé d'une part par le fait que l'idée d'image véhiculée par la notion de figuralité semble incompatible avec l'être même du langage. Le langage n'est pas fait d'images, il est fait de sons. Donc on a beaucoup de mal à intégrer quelque chose qui serait de l'ordre de la description, de l'analyse de l'image pour parler du langage. Et par ailleurs, c'est ce qu'on voyait dans la citation de Tambamès, le fait qu'on se centre dans certaines perspectives linguistiques sur une analyse strictement linguistique de la figure fait que nécessairement tout l'aspect cognitif est laissé de côté, alors que c'est cet aspect cognitif qui peut peut-être nous éclairer sur cette notion d'image. Alors, évidemment, si on s'arrête là, on peut dire, bon, bah, d'accord, la question de l'image est peut-être intéressante pour le langage, mais ça n'est pas le métier des linguistes de s'en occuper. Est-ce qu'on est à ce moment-là condamné à dire que la dimension figurale de la figure, l'étude de la dimension figurale de la figure n'est pas du ressort de la linguistique? Bon, alors évidemment, il y a d'autres solutions, hein, mais ces autres solutions, le fait de vouloir trouver une solution, c'est-à-dire le fait de se dire que le linguiste a sans doute quelque chose à dire au sujet de la dimension figurale des figures, vient de ce que, mais ça je crois que je vous l'ai dit à la fin de la séance de la semaine dernière, de ce que la notion d'image appliquée à des phénomènes linguistiques est très naturelle, spontanée. Elle fait partie du savoir épilinguistique de tout locuteur. Si vous dites à quelqu'un couper les ponts au lieu de cesser toute relation, et que vous lui demandez si une des deux expressions est imagée et pas l'autre, c'est un savoir tout à fait spontané que de savoir que couper les ponts, c'est quelque chose, une façon imagée de parler. L'idée qu'il y a des propos, des paroles qui sont imagés, des mots ou des expressions imagées, c'est quelque chose qui fait partie de l'intuition linguistique des locuteurs. Et on peut interpréter cela en considérant que cela montre qu'il y a quelque chose de profond à relier entre image et langage. Alors, pour ce faire, il faut passer, donc, comme je vous le disais, par une dissociation du concept d'image et du concept de visibilité. Donc, je vais essayer là de vous montrer comment on peut penser un concept d'image qui ne se réduise pas à ce qui se voit. Alors, le premier argument, il est tout simplement phénoménologique. Et il relève de cette constatation que voir une image, ça n'est pas du tout la même chose que voir une chose. Alors, il est certain que si vous êtes, si on vous bouche les yeux ou si vous êtes aveugle, vous ne pouvez voir ni les images ni les choses. D'accord ? Ça, c'est certain. Mais, qu'est-ce que c'est que voir une image par rapport à voir une chose ? Regardez lisez cette citation de Merleau-Ponty. « Je serais bien en peine de dire où est le tableau que je regarde, car je ne le regarde pas comme une chose, je ne le fixe pas en son lieu. Quand vous regardez un tableau, vous ne voyez pas un cadre, la chose ici, qui n'est pas l'image,
La chose, c'est quoi la chose du tableau? Ben, ce sont le cadre en bois, ce sont des pigments, c'est du papier ou une toile, c'est ça la chose. Mais ça n'est pas la chose que vous regardez quand vous regardez un tableau, c'est l'image, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre strictement matériel. L'image, elle est véhiculée par du matériel, mais ce que vous regardez, ça n'est pas la chose. Si vous considérez par exemple une photo de quelqu'un, si la photo est froissée par exemple, vous voyez le froissement. Voir le froissement d'une photo, c'est voir la chose. Hein. Mais voir la personne qui est sur la photo, c'est voir l'image. D'accord? Donc, il faut avoir à l'esprit, tout d'abord, cette distinction entre voir une image et voir une chose. L'image n'est pas le produit, le simple produit de la vision au sens concret du terme. Elle requiert la vision, bien sûr. Elle requiert d'avoir des capacités de vision. Mais lorsqu'il y a image, vous... D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir avec Marie-Josée Monzin. Une image ne se voit pas, elle se regarde plutôt. Mais en tout cas, indépendamment pour l'instant du processus qui est mis en jeu dans la relation entre l'individu et l'image elle-même, eh bien, il est très clair qu'on ne doit pas confondre une image et un objet et confondre l'expérience humaine de voir un objet et de voir une image. Bien, ça c'est le premier point. Deuxième point, deuxième argument, c'est un argument tout simplement neuropsychologique. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il existe ce qu'on appelle une imagerie mentale, c'est-à-dire que vous avez une mémoire visuelle qui est peut-être pas complètement indépendante, mais qui est tout de même séparée, distincte d'autres mémoires. Bien. On a pu expérimenter l'existence de ces représentations mentales que sont les images, hein, et qui apparaissent là dans ce schéma comme imagerie mentale à partir d'expériences où je n'ai pas le temps là de vous montrer dans le détail, mais ce sont des choses très très classiques en psychologie clinique ou en psychologie cognitive, pardon, où on vous montre des images et on les déplace et on se rend compte que le temps que vous mettez à reconnaître les images est d'autant plus grand que l'angle de déplacement est plus grand. Donc autrement dit, ça veut dire que dans votre esprit, vous effectuez la rotation de l'image. Hein. Donc c'est pour cela que les psychologues parlent de codage analogique pour les images mentales, parce que il y a un lien direct entre ce qui est mémorisé dans votre mémoire visuelle et les réalités extérieures. Bon. On sait par ailleurs aujourd'hui qu'une sensation visuelle peut être ressentie en l'absence de stimulus visuel. Alors, cela, c'est la même chose, je ne vais pas développer. Des aveugles de naissance ont des images, hein, peuvent décrire des images, etc. Bon, donc, cela signifie que les aires visuelles, associatives ou primaires, peuvent être activées sans avoir nécessairement besoin de stimuli dans le système visuel périphérique, hein, au niveau du système visuel périphérique. Donc, finalement, d'un point de vue cognitif, les images existent dans votre esprit, j'allais dire, pour simplifier, indépendamment de vos yeux, mais c'est un peu ça l'idée. Hein.
c'est que vous avez des représentations visuelles, des représentations cognitives de nature visuelle, qui ont leur logique propre, si vous voulez, qui sont, encore une fois, indépendantes des objets vus, indépendants éventuellement de la vue qu'on peut avoir sur ces objets. D'accord? Donc, ces deux arguments, l'argument phénoménologique qui distingue voir un objet, voir une image, l'argument cognitif qui se résume à l'existence d'une imagerie mentale, indépendamment de la présence de l'objet, bien sûr, puisqu'il est question ici de mémoire visuelle. Donc, vous voyez que là, de nouveau, vous pouvez avoir des images dans la tête, sans les avoir sous les yeux. C'est cela que j'appelle la dissociation du concept d'image et du concept de visibilité. Bon. Alors là, ça va commencer à être plus intéressant, parce que à partir du moment où vous admettez qu'il y a du visuel cognitivement qui est indépendant de la vision elle-même, là on va peut-être pouvoir commencer à comprendre pourquoi des mots peuvent déclencher des effets d'image. Oui ? Ça me fait penser, est-ce que ça par rapport à ce qu'il appelle Kiteva, archaïque, mémoire archaïque dans l'humanité? Alors là, je ne pourrais pas vous dire. Je ne sais pas. Parce que là, ça fait penser. Ça peut-être. Là, je ne connais. Ouais. La mémoire visuelle, on croit qu'on peut être aveugle à naissance, mais il a des mémoires qui sont indépendantes. Ah oui, vous voulez dire d'un point de vue, oui, d'un point de vue plus psychanalytique, disons. Voilà. Ouais. Alors là, non. Là, on est plus dans une perspective cognitive classique que dans une perspective psychanalytique. Mais il est possible, effectivement, que dans une perspective psychanalytique, on puisse en plus défendre l'idée qu'on hérite de schémas familiaux, de toutes sortes d'images qui ne sont pas forcément liées à la vue. D'ailleurs, je vous le dis au passage, si vous avez l'occasion, il y a un très beau film sur ce sujet qui s'appelle Carré 35. J'en parlerai après le coup, si vous voulez, parce que là, ça va nous éloigner de notre sujet. Bon, alors, maintenant, la notion d'imageabilité. Qu'est-ce que les psychologues entendent par ce terme? Alors, je cite ici Patrick Bonin, qui est un des spécialistes français de cette question. Voici comment il définit l'imageabilité. Alors c'est une norme, parce que vous savez peut-être que les psychologues, les psychologues, enfin en particulier dans la recherche cognitive, leur travail est conditionné par des dispositifs expérimentaux, et l'obsession de celui qui élabore un protocole expérimental, ce sont les biais, c'est-à-dire les facteurs qui peuvent expliquer les résultats, mais qui ne sont pas qui sont indépendants de ce qui a été testé, si on veut. Or, parmi les biais, dans les expériences de psycholinguistique, il peut y avoir des biais qui sont liés à certaines propriétés des mots. D'où l'idée d'avoir des normes qui permettent de vérifier si tel protocole expérimental utilisant tel mot n'a pas un biais lié à ces normes. Alors, voici comment est définie l'imageabilité. Une norme qui est, comme la familiarité conceptuelle, relative au concept. Il s'agit de la facilité, là encore estimée à partir d'échelles, avec laquelle un participant peut générer, à partir de la présentation visuelle du nom de l'image, alors la présentation visuelle du nom de l'image, ça veut dire le mot écrit, une image mentale correspondant à l'objet, ou bien à l'action, s'il s'agit d'action, désignée par le mot.
par exemple, à partir de la présentation visuelle du mot pomme, l'individu doit s'en faire une représentation mentale, une image mentale, et il doit, à l'aide d'une échelle en X points, sélectionner la case qui correspond à son degré de facilité versus de difficulté d'élaboration de la dite image mentale. La case 1, par exemple, correspond à la réponse « Je n'arrive pas à former une image mentale » ou « très difficilement », et la case 5, au contraire, à la réponse « J'ai réalisé très facilement une image mentale ». Pour le mot pomme, par exemple, les valeurs d'imageabilité sont en général élevées. Donc vous voyez, c'est très simple. On fait passer des listes de mots à un grand nombre de personnes et on leur demande, sur une échelle de 1 à 5, de dire est-ce que le mot a une grande imageabilité ou une petite imageabilité, c'est-à-dire est-ce qu'on imagine facilement, est-ce qu'on a une représentation visuelle facilement à partir de ce mot. Donc par exemple avec pomme, tout le monde a une représentation visuelle. Alors, avec des dispositifs de ce type-là, on aboutit à des tableaux. Là, je vous en donne un tout petit extrait. Alors, ici, vous avez l'imageabilité. Bon, là, ce sont d'autres normes qui sont la norme de concrétude, la norme de fréquence subjective et la norme de valence émotionnelle. Et vous voyez que on a là les résultats classés par ordre alphabétique, avec à chaque fois une imageabilité, donc c'est de 1 à 5. Hein, donc à partir de 4 et au-dessus de 4, l'imageabilité est assez forte, et quand vous avez 2, c'est un résultat faible. Alors vous voyez qu'ici, abeille, abricot, accordéon, on a des choses qui ont une assez grande imageabilité. Hein. Et puis en même temps, on a une grande concrétude. Donc on peut se dire, bah oui, bien sûr, quand les choses sont concrètes, elles ont forcément une grande imageabilité. Alors, ça n'est pas toujours le cas. Vous voyez l'exemple de bombe, ici, qui a une grande concrétude, c'est très concret, une bombe, mais une imageabilité très faible. Sauf pour faire une mauvaise blague pour les terroristes, mais bon. Donc vous voyez qu'ici, on a une dissociation entre la concrétude et l'imageabilité, avec un mot de bonne concrétude et de petite imageabilité. Un autre exemple, vous voyez ici des mots de faible imageabilité, parfois ce sont des mots très peu connus, hein, ou alors qui existent dans des expressions. L'exemple inverse est fourni par Ange ici, qui évidemment a une grande imageabilité, puisque un ange, chacun voit un peu à quoi ça ressemble, même s'il n'en a jamais vu. Mais évidemment, du point de vue de la concrétude, c'est très faible. Et dans certains cas, par exemple anatomie ici, la concrétude et l'imageabilité sont faibles. Donc, si on prend un tableau à double entrée où on mesure des cas où on a une grande concrétude, une petite concrétude, une grande imageabilité, une petite imageabilité, les 4 possibilités existent. Hein. Vous avez des mots qui ont une grande imageabilité et une grande concrétude. Bon, c'est évidemment le cas le plus classique. Hein. Exemple, cigarette, guitare, violon, citrouille, etc. Et puis des mots qui ont une grande imageabilité mais une faible concrétude. Alors, beaucoup de mots qui relèvent de l'imaginaire, hein, ange, diable, dragon, fée, le mot monde. Hein. Et puis, inversement, des mots qui ont une faible imageabilité mais une bonne concrétude. Alors, vous voyez que la plupart du temps, à part bombe ici, on a des cas où les mots doivent être assez peu connus. La fiole est perçue comme quelque chose de concret, mais avec une imageabilité faible. Bon, on pourrait discuter longuement sur pourquoi ces mots apparaissent là, mais en tout cas, c'est le cas que ça montre bien que vous avez une dissociation parfois entre imageabilité et concrétude. Et puis des cas où il n'y a ni imageabilité ni concrétude, hein, exemple sang, centaure, décoration, dièse, lutte, saint, anatomie. Bon. Donc, cette notion d'imageabilité, on va la retenir parce que, bien sûr, qu'un mot qui a une forte imageabilité va produire plus facilement un effet d'image qu'un mot qui a une faible imageabilité. Alors maintenant, la question, disons l'approche plus philosophique du processus imageant, de ce que Marie-Josée Monzin appelle le processus imageant. Alors, Marie-Josée Monzin, je vous le disais, a travaillé d'abord
sur les sources byzantines de l'imaginaire. Hein, c'est ce qu'elle a développé dans ces deux livres-là, parus en 95 et 96, l'image naturelle, image icône économie. Pour une première approche, si le sujet vous intéresse, vous pouvez lire ce petit livre-là, L'image peut-elle tuer, qui présente, disons, son point de vue de manière moins technique que dans les deux premiers livres, moins détaillée. Alors, bon, je n'ai pas le temps ici de rappeler tout ce qu'implique cette querelle de l'icône, de la représentation, hein, du divin dans l'histoire du christianisme, mais il y a eu des débats sur ce sujet qui montrent qu'il y avait un enjeu important sur cette question. Et en très résumé, l'idée de Marie-Josée Monzin, c'est que le christianisme a inventé un concept d'image qui n'existait pas auparavant, via l'invention du Christ comme image du Père. C'est-à-dire, alors évidemment, je vois les étudiants chinois s'interroger sur ce que ça veut dire. Bon, disons que la question qui se posait, si vous voulez, en simplifiant là encore une fois, c'est, bon, est-ce que vous voyez ce que c'est que le Christ dans le christianisme, hein, un peu, non, pas du tout, ou un peu? Pas tellement. Non, mais c'est vrai qu'on oublie que... Alors, dans l'histoire, là aussi, je peux pas vous raconter la Bible en 5 minutes, le Nouveau Testament, mais grosso modo, le christianisme, c'est un monothéisme, hein, qui s'est dissocié du judaïsme à un moment donné de son histoire, et si on veut, la mythologie chrétienne raconte que un Dieu, le Dieu unique, puisque c'est un monothéisme, a envoyé son Fils sur la terre, qu'on appelle le Christ, donc, qui aurait vécu parmi les hommes, d'accord? Et la question qui se pose, donc, c'est est-ce que ce Christ, le Fils de Dieu, est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est un Dieu? Et une solution consiste à dire que c'est l'image de Dieu. Donc il est dans une relation. La relation avec Dieu, du Christ, c'est une relation d'image. D'accord? Et si vous voulez, dans cette explication, s'invente un concept d'image, qui n'est pas une image au sens de la ressemblance substantielle, c'est-à-dire que c'est un type de ressemblance qui fait que à la fois le Christ est Dieu mais ne l'est pas complètement. Bon, donc c'est pas exactement une ressemblance substantielle. Il n'a pas la même substance d'une certaine façon. Bon, alors passons. Je prenais cet exemple parce que c'est quand même le cas emblématique de l'argumentation de Marie-Josée Monzin, tout au moins telle que je la comprends et avec le peu de temps que je me donne là pour la présenter. Alors, à partir de cette idée et donc de cette querelle autour de l'image à l'époque de Byzance, elle développe un concept d'image que je vais essayer de vous exposer là. Alors, voici une première citation qui vient d'un texte que vous pouvez trouver facilement à cette adresse internet. Je vous conseille de le lire, hein, c'est tout à fait abordable, ça n'est pas de la philosophie trop technique, je pense que c'est un texte qu'elle a fait quand même pour un public un peu large. Alors, si j'appelle imagerie, je cite, hein, si j'appelle imagerie l'ensemble multiforme des manifestations douées de figurabilité dans la réalité externe ou pour le sens interne, alors ce qui mérite le nom d'image
pour un regard, se distingue de cette imagerie et entretient une relation spécifique avec toute réalité objective et subjective. Ce qui s'adresse au regard n'est pas ce qui se donne à la vision. Donc, ce qu'on a dit précédemment éclaire tout de même un peu cette idée. Hein. On a là cette idée qu'il y a les visibilités ou l'imagerie, ce qu'elle appelle ici imagerie, dans d'autres textes elle parle des visibilités. L'imagerie, c'est ce qui se voit, ce qui se donne à la vision dans la réalité externe. Mais l'image, c'est ce qui s'adresse au regard. D'accord ? Et ce qui mérite le nom d'image, on va le voir en détail après, se caractérise par une relation. L'image va être définie à partir de la notion de relation. C'est-à-dire que l'image est avant tout une relation, et pas une chose. Deuxième citation, l'image est une espèce de la pensée. L'image est de l'ordre de la pensée, pas de la pure perception. Présente en toute figure sensible et digne de porter son nom, à condition de marquer cette figure du saut de la pulsation entre ce qui apparaît et ce qui disparaît. Elle est la modalité spécifique de la présence par laquelle se manifeste l'absence de tout objet. Alors, évidemment, la formulation ici semble assez paradoxale, mais l'idée n'est pas du tout obscure. L'idée ici, c'est de dire, je pourrais la reformuler de la façon suivante, si je la comprends bien, c'est que l'image est de l'ordre de l'apparaître. D'accord ? De l'apparaître. Donc du rapport entre ce qui apparaît et ce qui disparaît. Elle n'est pas dans l'objet déjà apparu. Elle est dans l'apparaître, comme on le dit en phénoménologie, par exemple. Et on peut, si vous voulez, illustrer cette idée qu'elle est la modalité spécifique de la présence par laquelle se manifeste l'absence de tout objet, par le fait qu'une image de quelque chose, ça montre l'absence de cette chose. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, si vous avez une photo de votre grand-père décédé, cette photo est la présence de quelqu'un d'absent. Hein ? Elle est la modalité spécifique de la présence par rapport à de la présence par laquelle se manifeste l'absence de tout objet. D'accord ? C'est donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la présence de l'absence. On perçoit une absence dans l'image, hein, d'une certaine façon. Troisième citation. L'image n'a rien à voir avec l'ontologie, enfin avec l'être et le non-être. Hein. Donc je cite, l'image, nous disent les pères, n'a rien à voir ni avec l'être, ni avec le non-être. Les pères, c'est-à-dire, hein, je le précise pour les étudiants étrangers, les pères de l'Église, hein, n'a rien à voir avec l'être ni avec le non-être. Elle est la modalité spécifique de la manifestation de l'être en tant qu'il n'est pas là. C'est-à-dire l'être, par exemple, du Christ, hein, pour les chrétiens. Ou l'être de Dieu, ce qui revient un peu au même. L'image met en relation le présent et l'absence. Plus encore, elle est ce qui nous met en présence de cette absence, bon ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et qui la rend plus manifeste sous le signe de la relation. Ce que le grec exprime en disant que l'image nous fait voir ta aponta ou sparonta, c'est-à-dire les choses absentes comme présentes, ou en tant qu'elles sont présentes, sketikos, c'est-à-dire relativement. Donc là, il y a à nouveau cette idée de relation qui est dans l'image. Mais voyez que ce qui est intéressant ici, c'est cette idée qu'on est dans on n'est ni dans l'être ni dans le non-être avec l'image. Hein. On est pour le dire familièrement, sur une autre planète. Hein. On n'est pas dans
dans l'orbite de l'être ou du non-être avec l'image. On est dans autre chose. Alors, en résumé, cette approche que je tire de la lecture de certains travaux de Marie-Josée Monzin peut nous donner un certain nombre de pistes de réflexion. Je ne dis pas des conclusions parce que son propos est très ouvert malgré tout et on pourrait l'interpréter différemment, mais ce que je retiens pour nos questionnements à nous, ce sont les pistes de réflexion suivantes. D'une part, on l'a vu plusieurs fois, l'image ne se confond pas avec le visible. Ça, vous voyez, on en a parlé d'un point de vue strictement phénoménologique, on en a parlé d'un point de vue neuropsychologique, et du point de vue de quelqu'un qui est une spécialiste des images, de nouveau, il y a cette idée. L'image, ça n'est pas le visible. L'image est de l'ordre de la pensée, donc l'image a quelque chose d'autant... elle est autant mentale que sensorielle, elle est autant cognitive que purement sensorielle. Enfin, cognitive au sens indépendante des processus sensorimoteurs. Deuxièmement, l'image se caractérise par le fait qu'elle n'appartient pas au champ de l'être, ou du logos, ou de la vérité, ce qui peut se formuler en se disant que l'image échappe au plan vériconditionnel. En fait, bon là c'est un point que je ne développerai pas non plus, mais une image, elle échappe à la négation. Prenez le poème de John Donne, Aucun homme n'est une île. D'accord ? Aucun homme n'est une île. Bon, grosso modo, ça veut dire qu'on est tous en relation avec d'autres gens, on n'est pas isolés. Mais la métaphore qui est véhiculée dans Aucun homme n'est une île, elle est véhiculée bien qu'il y ait une négation. D'accord ? Dire un homme est une île, produire une métaphore en disant un homme est une île, si je produis une métaphore en disant un homme est une île, je n'efface pas la métaphore en utilisant une négation. L'effet d'image, il échappe complètement à la négation, parce qu'il se situe justement sur un plan qui est autre que le plan vériconditionnel. D'ailleurs, il échappe aussi à l'interrogation, enfin à toutes sortes de propriétés linguistiques. Et enfin, l'image est une relation qui, on l'a vu, manifeste la présence d'une absence. Et ce que je retiens, c'est ce caractère paradoxal, présence d'une absence. Il y a dans l'image quelque chose comme une sorte de dualité irréconciliable. Il y a deux choses il y a présence et absence en même temps. Vous voyez ? Dans l'image, ce sera une caractéristique qui va nous être d'une certaine utilité du point de vue linguistique. Il y a, en quelque sorte, non-choix entre deux solutions. D'accord ? C'est pas présence ou absence, comme je sais pas, quand on dit t'es là ou t'es pas là. Non, c'est les deux. Dans la métaphore, c'est les deux. C'est présent et absence. C'est la présence d'une absence, etc. On verra comment ça peut se traduire, du point de vue linguistique. Bien. On fait une petite pause pour séparer l'heure et je parlerai ensuite de la deuxième partie, mais est-ce que la feuille a circulé jusqu'au bout? Non, pas encore. Bon, continuez de la faire circuler, on en reparlera à la fin de l'heure alors. Voilà, donc on prend 5-10 minutes maximum. Bien, alors reprenons. Nous allons maintenant donc retrouver une perspective plus linguistique en examinant la place de l'analogie dans l'effet d'image. Alors, je vais vous proposer, mais bon, c'est un travail, si vous voulez, de recherche plutôt en cours, 3 conditions, il manque quelque chose là, 3 conditions. 3 conditions pour un effet d'image. L'indistinction... Voici ce que donnait ma recherche sur Internet. Pardon. Siri qui se met en route tout seul. Bon. 3 conditions pour un effet d'image. L'indistinction sémantique, la similarité et la contrainte de non-décroissance de l'imageabilité. Je vais vous expliquer tout cela. Alors,
l'indistinction sémantique, premier critère, va avoir un rapport avec ce par quoi je terminais tout à l'heure, c'est-à-dire avec cette idée que dans l'image, il y a un refus, enfin disons une absence du principe de non-contradiction, une suspension du principe de non-contradiction. Alors, je pars d'un travail qui a été très commenté, il y a un travail déjà ancien de 1973, donc le livre de Michel Leguerne, Sémantique de la métaphore et de la métonymie, qui reste vraiment une référence inégalée dans le domaine, en tout cas en français, un excellent livre sur ces questions. Et il part de l'idée qui, évidemment, dans la perspective de ce séminaire, convient parfaitement. Il définit l'image en disant que c'est l'expression linguistique d'une analogie. Donc, si vous aviez des doutes sur l'idée que l'image ait un rapport quelconque avec la question de l'analogie, ici, vous voyez que vous avez explicitement une perspective qui définit l'image au sens d'image dans le langage, comme expression linguistique d'une analogie. Donc vous voyez que image et analogie sont liées dans certaines perspectives linguistiques, elles sont liées aussi du point de vue, on l'a vu tout à l'heure, cognitif, puisque le codage analogique est ce qui caractérise la mémoire visuelle, les représentations visuelles pour la psychologie cognitive. Donc, Leguerne s'inspire ici de Ullmann pour cette définition, l'expression linguistique d'une analogie. Alors, il distingue 4 formes d'image, disons d'expression linguistique d'une analogie, qui sont les suivantes: le symbole, la synesthésie, la comparaison et la métaphore. Alors, le symbole est pour lui une analogie extra-linguistique, au sens où l'image qui est présente fonde un raisonnement par analogie implicite, mais vous ne pouvez pas comprendre l'énoncé sans comprendre ce raisonnement par analogie. Alors il prend un exemple de Péguy: la foi est un grand arbre. Et il dit la chose suivante: le mot lui-même, le mot arbre ici, qui est donc un symbole de la foi, le mot lui-même n'est que la traduction dans le langage d'un rapport extra-linguistique, qui pourra être exprimé dans une autre langue naturelle sans subir de modifications perceptibles. Donc une propriété du symbole, par opposition à l'image, c'est qu'en principe, le symbole se traduit sans difficulté. Alors, en quoi est-ce qu'on a vraiment un rapport extralinguistique, une analogie extralinguistique? On le voit quand on regarde d'un peu plus près le texte de Péguy auquel Leguerne se réfère. Vous voyez, le texte de Péguy, c'est « La foi est un grand arbre, c'est un chêne enraciné au cœur de France. » Un peu plus loin, quand on voit l'arbre, quand vous regardez le chêne, cette rude écorce du chêne, 13 et 14 fois et 18 fois centenaire, etc. Donc vous voyez bien qu'il est question d'un chêne, des racines, de l'écorce. On parle vraiment d'un arbre. Mais le lien qu'il peut y avoir entre l'idée, entre disons, le lien d'analogie, la relation d'analogie entre la foi et l'arbre, que chacun pourra comprendre comme il veut. Je veux dire que, on peut comprendre dans cette idée la notion de verticalité qui mène à... On peut comprendre l'enracinement dans une terre, dans un pays, etc. On peut comprendre toutes sortes de choses, mais peu importe, c'est pas tellement cela qui m'intéresse ici. L'idée ici, c'est de comprendre que la structure d'image est fondée sur une analogie extralinguistique. Bon. La synesthésie, alors il prend l'exemple du fameux sonnet des voyelles d'Arthur Rimbaud. A noir, E blanc, I rouge, je dirais quelques jours vos décences latentes, etc. Bon, donc ici,
il caractérise l'analogie comme étant une analogie de type infralinguistique qui met en correspondance des perceptions des différents sens indépendamment de la mise en œuvre des facultés linguistiques et logiques. Donc ce point-là, cet aspect-là de l'image, on le verra plutôt sous l'angle de la fonction iconique, parce que en réalité, ce qu'on appelait encore à cette époque synesthésie, et on l'appellerait aujourd'hui plutôt correspondance transmodale. Il y a des travaux importants aujourd'hui sur ce sujet qui viennent des sciences cognitives, de la philosophie de la cognition, de la psychologie cognitive, sur donc, on appelle, je traduis par transmodal, cross-modal correspondences, plutôt que intermodal, parce que intermodal est utilisé en français pour parler des transports, l'intermodalité des transports, etc. Donc on utilise plutôt transmodal en français. Et c'est l'idée que lorsque vous avez une perception d'une certaine sensorialité, elle est immédiatement associée à une perception d'une autre sensorialité. Par exemple, des sons vous évoquent des images, un toucher peut vous évoquer autre chose, un goût, etc., etc. Bon. Alors ça, on le verra sous une perspective différente qui est celle de l'iconicité. La comparaison, donc Le Guern distingue la similitude et la comparaison quantitative du type elle est plus grande que lui. Bon, peu importe, cette distinction-là ne nous intéresse pas beaucoup, on s'intéresse plutôt à la similitude qu'à la comparaison quantitative. Et la comparaison introduit une similitude, mais sans transfert de signification, c'est-à-dire chaque mot conserve son sens littéral. Dans une comparaison, évidemment, chaque mot est utilisé dans son sens littéral, et le lien, enfin, si vous voulez, l'inadéquation qui peut exister dans une structure comparative, elle n'est pas vécue comme une inadéquation dans la mesure où le mot comparatif, comme, etc., assure le fait qu'on ne dit pas qu'il y a identité, comme dans le cas de la métaphore. Et enfin, donc, la métaphore, c'est une analogie sémantique, cette fois-ci, qui suppose un transfert de signification et une prédication impertinente, c'est-à-dire donc une prédication qui littéralement est fausse. Bon, on va voir, il va prendre l'exemple d'Hernani, vous êtes mon lion, superbe et généreux, dire de quelqu'un que c'est un lion, évidemment que c'est une relation d'attribution qui ne peut pas être perçue, enfin qui ne peut pas être comprise d'une manière littérale, et donc il y a une prédication impertinente. Ce qu'on appelle ici prédication impertinente, c'est l'idée que on ne peut pas l'interpréter d'une manière littérale. Bon. Alors voici comment Le Guern distingue les processus d'interprétation de l'image symbolique et de l'image métaphorique. C'est intéressant parce que ça l'amène à bien expliciter le processus spécifique qui nous intéresse dans la métaphore. Alors que l'image, je cite, donc alors que l'image symbolique doit être saisie intellectuellement pour que le message puisse être interprété, l'image métaphorique n'intervient pas dans la texture logique de l'énoncé, dont le contenu d'information pourra être dégagé sans le recours de cette représentation mentale. L'image métaphorique n'intervient pas dans la texture logique de l'énoncé, c'est ce que je disais tout à l'heure en vous prenant l'exemple de « Aucun homme n'est une île ». Dans « Aucun homme n'est une île », l'image métaphorique, elle est présente en dépit de la négation, donc elle n'intervient pas dans la texture logique de l'énoncé, comme le dit Le Guern. Par opposition à l'image symbolique qui est nécessairement intellectualisée, l'image métaphorique pourra ne s'adresser qu'à l'imagination ou à la sensibilité. Alors ensuite, il commente la citation d'Hernani « Vous êtes mon lion superbe et généreux ». À l'information proprement dite, dont rend compte la signification logique de l'expression, s'ajoute ce qu'il faut bien appeler une image associée. Donc, vous voyez qu'on a ici
la notion d'image, mais on a les deux. On a la signification logique de l'expression et l'image associée, qui est la représentation mentale du lion. Mais cette représentation intervient à un niveau de conscience différent de celui auquel se forme la signification logique, à un niveau où n'intervient plus la censure logique qui écartait du signifié de la métaphore lion, ce qui apparaissait comme raisonnablement incompatible avec la personnalité d'Hernani. Bon, Hernani n'est pas un lion, d'accord, mais on peut dire vous êtes mon lion superbe et généreux, hein, une phrase qui vise à encourager Hernani d'une certaine façon dans la pièce. Ce que je retiens de cette citation, c'est cette idée qu'on a deux images distinctes, Hernani et le lion, qui sont toutes les deux présentes, le lion comme image associée, d'accord ? Mais là encore, on est à la fois Hernani est un lion, n'est pas un lion, en même temps, on est dans la levée du principe de non-contradiction. Et c'est cela que je nomme une indistinction sémantique. La coexistence de ces deux images qui ont une similarité, puisque, évidemment, mais ça, on va y venir dans un instant, la possibilité du fonctionnement de l'image est conditionnée par l'existence d'une similarité, puisque le lion est saisi comme pour ses propriétés de courage, etc. Bon. Donc, les deux images sont distinctes, mais elles ont une relation de similarité, et elles coexistent sans qu'on puisse arrêter l'interprétation sur l'une seule ou sur l'autre seule. D'accord ? Et cela oppose la métaphore à la comparaison ou à d'autres figures comme la métonymie, etc. Parce que dans ces autres figures, dans la comparaison, il n'y a pas cette indistinction. On pose qu'il y a une comparaison, mais les deux réalités sont prises pour ce qu'elles sont, les deux réalités comparées. Ce qui se produit avec la métaphore, c'est qu'il y a une sorte de forçage de la langue qui fait que on dit quelque chose qui est à la fois vrai et non vrai. Bon, donc encore une fois, levée du principe de non-contradiction. Deuxième caractéristique, deuxième propriété pour avoir un effet d'image, c'est la similarité. Bon, alors ça, évidemment, ça ne nous surprend pas puisque j'ai dès le début défini l'analogie à partir de la relation de similarité. Mais là, je veux, si vous voulez, continuer de documenter cette idée en prenant cette notion de similarité chez des auteurs qui ne définissent pas forcément, qui ne partent pas forcément de l'analogie comme je le fais. Et c'est le cas notamment de Ricoeur, qui a donc écrit ce livre célèbre sur la question de la métaphore vive. Et dans la sixième étude, il caractérise donc la métaphore par cette idée de ressemblance, qu'il appelle le travail de la ressemblance. Alors, j'énumère les points qui me paraissent essentiels dans ce passage de la métaphore vive. Bon, d'abord, Ricoeur défend l'idée qu'il y a un point commun fondamental entre l'image et la métaphore, c'est qu'elles ont toutes les deux une fonction suspensive. Donc, la fonction suspensive de l'image et de la métaphore, on l'a déjà commenté, c'est l'idée que l'image n'est pas le visuel, c'est que l'idée que lorsque vous voyez un tableau ou une image, votre rapport au monde et votre rapport, instrumental au monde est suspendu. Instrumental, je veux dire, au sens où il y a une certaine forme de vie dans laquelle on a un rapport instrumental aux choses. On se sert des choses pour certaines fonctions, enfin pour leurs fonctions, mais l'image en elle-même n'a pas une fonction déterminée. Elle nous sort en quelque sorte du monde dans lequel
du monde des significations préétablies dans lequel on vit dans la vie quotidienne, si on veut. Donc, suspensive ou épocale, hein, c'est le concept phénoménologique d'époquer, bon, c'est-à-dire c'est l'idée de suspension, de mise entre parenthèses. Bref. Deuxième point, là aussi, Ricoeur développe cette idée, mais je ne vais pas y insister puisqu'on l'a déjà vu à partir de Le Guern, que les images associées à la métaphore ne se situent pas sur un plan logique, alors ou cognitif, il l'entend, cognitif pas au sens des sciences cognitives, hein, mais cognitif au sens de la connaissance, à la différence donc des images qui sont produites par la comparaison ou le symbole. Donc les images s'adressent à une dimension qui est sensible, mais pas seulement intelligible. Il y a une dimension sensible dans l'image, et disons, on ne peut pas appréhender les effets, les propriétés de l'image uniquement à partir d'une perspective cognitive, intelligible, etc. Il faut passer par quelque chose d'un petit peu indistinct, qui ne se pose pas comme des concepts, etc., qui est de l'ordre donc de la dimension sensible de l'image. Et enfin, la dimension qui est cognitive de la métaphore, c'est-à-dire ce qu'elle nous apprend d'une certaine façon, peut être comprise comme une forme de recatégorisation. On catégorise d'une autre façon quelque chose qu'on avait l'habitude de catégoriser autrement. Alors, je cite ce passage, « L'imagination à ce premier stade est la vue, la saisie intuitive, l'insight, homogène au discours lui-même, qui effectue le changement de distance dans l'espace logique, le rapprochement lui-même. » C'est à cette vision logique qu'Aristote faisait allusion quand il disait que faire de bonnes métaphores, c'est apercevoir ou contempler le semblable. Tomoion theorein. Donc c'est dans la poétique. Cette vision de la ressemblance est à la fois un voir et un penser. Et on retrouve cette double dimension. C'est un penser dans la mesure où ce qu'elle effectue est une restructuration des champs sémantiques, une recatégorisation de ce qui avait déjà été catégorisé. Mais ce penser est un voir dans la mesure où la perception consiste dans une saisie instantanée des possibilités combinatoires offertes. Donc vous voyez que vous retrouvez aussi cette idée de superposition de deux niveaux en même temps dans lesquels on ne choisit pas, avec cette idée de saisie instantanée des possibilités combinatoires offertes, mais également cette idée de la métaphore comme recatégorisation. Hernani recatégorisé comme un lion, par exemple. Bon, et alors, dans ce cas-là, la métaphore, la comparaison et le symbole, qui sont des figures fondées sur la relation de similarité, s'opposent à la métonymie ou à l'oxymore, par exemple, qui ne sont pas fondées sur des relations de similarité, mais sur d'autres types de relations. Enfin, c'est un point là qui est moins... Les deux premiers points, si vous voulez, de l'indistinction sémantique et de la similarité sont des points qui sont, d'une façon ou d'une autre, assez couramment commentés, mais cette contrainte-là de non-décroissance de l'imageabilité est un point que j'ai introduit dans cette réflexion. Bon, à partir du moment où vous acceptez l'idée que les mots, les unités lexicales, disons, ont une imageabilité qui est relativement stable, hein, puisque, eh bien, une des conditions d'un effet d'image produit par une métaphore sera que l'élément qui vous sert à produire la métaphore présente une imageabilité au moins égale, sinon plus grande, que l'élément de départ. Alors, vous avez des métaphores qui ont une imageabilité croissante. Alors, la canicule des preuves, chez Char. Alors, évidemment, métaphoriser les preuves à partir de canicules, c'est évidemment partir d'un mot qui a une faible imageabilité, preuve, à
et construire une métaphore sur un mot qui a une imageabilité beaucoup plus élevée, canicule. Je le dis comme ça intuitivement, sans avoir sans être allé vérifier sur des listes de normes d'imageabilité, mais je pense que c'est assez évident. L'histoire est un bagne. Bon, même chose. L'histoire, mot d'imageabilité très faible, bagne, imageabilité très forte. Donc là, je vais avoir une métaphore très puissante en termes d'effet d'image. La piété, lierre qui s'enracine. Là aussi, piété, un nom abstrait et d'une faible imageabilité. Lierre, un mot d'une grande imageabilité. La haine est le tonneau des pales d'Anaïde. Voilà, le tonneau, évidemment, beaucoup plus grande imageabilité que haine. Alors, je considère que toutes ces métaphores ont un effet d'image maximal par rapport à celle-ci, où on a une imageabilité constante. Alors, soit une imageabilité constante avec une imageabilité assez faible au départ. Alors, exemple, Char, être poète, c'est avoir de l'appétit pour un malaise. Donc, alors, être poète, un poète, ça n'a pas une forte imageabilité, hein. Et l'idée d'appétit, c'est aussi quelque chose d'un peu abstrait. Donc, on a l'effet d'image ici, il est douteux, hein. Il y a peut-être une métaphore au sens où on l'entend habituellement, mais en tout cas, il n'y aura pas un effet d'image très fort. Même chose ici, une citation de Saint-Just, l'usurpation est une énigme qu'on devine toujours trop tard. Est-ce qu'on parlerait vraiment de métaphore dans ce cas-là? C'est peut-être douteux, hein. Et puis, on peut avoir une imageabilité constante avec une forte imageabilité. Alors, pas pour causerie, hein, je le prends. Les villes sont fer et causerie lointaine. Alors, causerie, évidemment, me fait baisser l'imageabilité, mais fer est quelque chose qui a peut-être une certaine imageabilité, au moins autant que ville. Et puis, vous avez des cas assez curieux avec une imageabilité décroissante, c'est-à-dire on construit une métaphore avec un mot qui a une imageabilité plus faible que le mot qu'on métaphorise. Exemple célèbre de Lautréamont, vieil océan, ô grand célibataire. Alors, l'océan, évidemment, c'est un mot qui a une grande imageabilité. Célibataire, on ne peut pas dire que ça soit un mot qui soit pourvu d'une grande imageabilité, je pense, hein. Donc là, on métaphorise en perdant de l'effet d'image. Donc il n'y a pas d'effet d'image. Un autre exemple de Saint John Perse dans Anabase, le vérificateur des poids et mesures descend les fleuves emphatiques avec toutes sortes de débris d'insectes et de fétus de paille dans sa barbe. Le vérificateur des poids et mesures, les fleuves emphatiques, on n'a pas d'accroissement d'imageabilité ici, mais l'exemple de Lautréamont est encore plus clair. Alors, on peut résumer l'ensemble de ces remarques sur le schéma suivant, qui regroupe un peu l'ensemble des possibilités. Donc, je pars du régime sémantique qui peut être figural ou littéral. Alors, dans le régime sémantique littéral, s'il n'y a pas de similarité, bon, ça ne nous intéresse pas spécialement puisqu'on s'intéresse à l'analogie. S'il y a une similarité, dans le régime littéral, je pourrais avoir, par exemple, une catégorisation, hein, une fonction catégorisatrice de l'analogie. Par exemple, ce livre est un roman, fait partie de la catégorie des romans. Je produis juste une catégorisation parce que je suis dans un effet de sens littéral. Ce ne serait pas la même chose si je disais ma vie est un roman, par exemple. Bon, dans le cas du régime sémantique figural, je peux avoir un conflit sémantique ou conceptuel ou pas de conflit du tout. Conflit, hein, vous voyez bien dans quel sens, hein, dans le sens où je vais avoir des mots qui ne vont pas d'habitude ensemble, d'accord, tout simplement, ou des concepts. Alors, si je n'ai pas de conflit, deux possibilités, avec similarité ou sans similarité. Dans ce régime figural sans conflit avec similarité, j'ai la comparaison, là, hein, au fond.
j'ai une similarité entre, je sais pas, bon, c'est pas la peine de prendre un exemple, je n'en ai pas mis ici, mais n'importe quelle comparaison pourrait l'illustrer. Un cas où j'ai pas de similarité, pas de conflit, c'est le cas de la métonymie. Mais il y en aurait d'autres, hein, c'est juste un exemple. Si j'ai un conflit cette fois-ci, alors on peut faire une différence. Là, la notion de conflit conceptuel, elle vient de Michele Prandi, que je n'ai pas mis ici, j'aurais dû le mettre dans la bibliographie, mais enfin au moins en référence bibliographique, je l'ajouterai peut-être si j'y pense. Donc, on peut avoir un conflit conceptuel ou un conflit sémantique, c'est-à-dire le conflit il est au plan des concepts ou au plan des mots. Alors, si j'ai un conflit sémantique, je peux avoir similarité ou pas de similarité. Un conflit sémantique sans similarité, ce sera par exemple le cas de l'oxymore, un certain type d'oxymore, hein, les tortues, les sénateurs se hâtent avec lenteur. Avec similarité, je vais avoir un certain type de métaphore que je peux classer par avec une imageabilité croissante, une imageabilité égale, une imageabilité décroissante. Donc, vous voyez l'exemple de Saint John Peirce, les fleuves emphatiques, je l'ai mis en dehors de la fonction figurative. La métaphore conceptuelle type illustrée, que Lakoff prend en exemple, George Lakoff, notre relation est une impasse, c'est typiquement, il y a un conflit sémantique, si vous voulez, parce que une relation, c'est pas une rue, mais il y a une métaphorisation. Alors là, en l'occurrence, que Lakoff nomme conceptuelle. L'homme rugit, j'ai, disons, pas une imageabilité à peu près équivalente entre l'homme et puis l'animal. Donc, on peut encore considérer ici qu'il y a une fonction figurative de l'analogie qui fonctionne. Il y a une fonction figurative de l'analogie. Alors, là, c'était dans les cas où j'ai un conflit sémantique. Dans les cas où j'ai un conflit conceptuel, j'aurai similarité ou pas de similarité. Si je n'ai pas de similarité, j'ai un autre type d'oxymore qui vient, si vous voulez, là vraiment du concept. Alors, échouer mieux, c'est un exemple de. C'est Beckett, hein, je ne sais pas si vous connaissez ça, fail better. C'est bon, voilà, c'est Beckett, après avoir. Enfin bon, voilà, vous dit que ce que vous pouvez faire de mieux dans la vie, c'est pas réussir, parce que ça n'existe pas, mais tout ce que vous pouvez faire de mieux, c'est échouer mieux. Hein. Et ce qui est curieux, c'est évidemment ce qui frappe dans cette construction, c'est que on a la coexistence de deux notions qui sont en principe incompatibles conceptuellement, puisque l'idée d'échec va vers quelque chose de négatif, et échouer mieux, ça crée un concept nouveau. Enfin, je veux dire, ça crée un concept où on sort de l'opposition entre réussite et échec. Bon, voilà, c'est beaucoup plus que ça, mais peu importe. Et on a ici comme le conflit est d'ordre conceptuel, on peut traduire cela très facilement d'une langue à l'autre. Hein. Alors que les conflits sémantiques, eux, sont quand même dépendants des langues. Bon, dans le cas où le conflit conceptuel implique une similarité entre les concepts, soit j'ai en plus un aspect sémantique qui joue, soit j'ai pas d'aspect sémantique qui joue. Dans ce cas-là, je suis dans le symbole. Hein, la foi est un arbre, on a déjà commenté. Et quand j'ai un aspect sémantique qui joue avec un conflit conceptuel, je vais avoir, encore une fois, des métaphores, un autre type de métaphores qui vont avoir une imageabilité croissante égale, ou bien pas d'imageabilité du tout lorsque j'ai
une imageabilité décroissante, enfin pas de figuration du tout quand j'ai une imageabilité décroissante dans la structure de la métaphore. Alors, évidemment, vous voyez que ce que cherche à montrer ce schéma, c'est qu'il n'y a pas une équivalence tout de suite entre métaphore et image. Toutes les métaphores, à mon avis, ne produisent pas un effet d'image. Pour avoir un effet d'image, il faut faire jouer non seulement des conflits sémantiques ou conceptuels, il faut qu'il y ait dans ce conflit quelque chose d'irrésolu, qui reste conflictuel, donc c'est ce que j'ai appelé l'indistinction sémantique. Si je résous le conflit par un outil comparatif, je n'ai plus du tout le même effet qui est produit. On ne peut pas dire qu'il y a un effet d'image dans une comparaison. Je veux dire, si je dis, je ne sais pas moi, donnez-moi un exemple d'une comparaison, parce que là j'ai en tête que des comparaisons qui sont en réalité d'ordre de nature phraséologique du type bête comme ses pieds, etc. Mais là évidemment c'est d'autres phénomènes qui jouent. Mais si je dis, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je sais pas, un enfant pourrait dire cet arbre est grand comme un arc-en-ciel, comme un gratte-ciel. Un arbre grand comme un gratte-ciel. Alors, est-ce que j'ai eu un effet d'image? Non, j'ai juste deux mots qui ont une certaine imageabilité, etc. Alors, si je prends une comparaison avec un nom abstrait au départ et un nom concret, je sais pas, si je dis il est beau comme, et puis je mets quelque chose derrière. Pourquoi je ne vais pas avoir un effet d'image? Je vais avoir la coexistence de deux termes dont le deuxième va peut-être être pourvu d'imageabilité, donc il aura son imageabilité propre. Mais quand on parle d'effet d'image, on parle d'un accroissement d'imageabilité, d'un effet sur l'imageabilité, pas d'une imageabilité déjà donnée. Sinon, je vais être obligé de dire que chaque fois que j'ai un mot, si je dis que l'effet d'image est uniquement produit par l'imageabilité, je vais être obligé de dire que pomme est une métaphore, parce que ça produit un effet d'image. Non, c'est pas cela qu'on cherche à expliquer. Hein. Ce qu'on cherche à expliquer, c'est que certaines configurations linguistiques produisent un effet particulier qui est lié donc à la fois à l'accroissement d'imageabilité, mais à l'indistinction sémantique qui est liée au conflit sémantique ou conceptuel, en résumé. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce point? Si vous voulez, peut-être, je vous laisse y réfléchir un petit peu. Peut-être je reviendrai rapidement en tout début de cours la semaine prochaine pour refaire une petite synthèse d'ensemble. Je voudrais là garder les quelques minutes qui restent pour faire un point sur donc les travaux qui ont circulé. Est-ce que certains d'entre vous ne l'ont pas encore rempli, le petit tableau là? Bon, est-ce que vous avez des questions sur ce travail personnel? Oui. Les travail en groupe, traduction ou à l'exposé, par exemple, si on fait une traduction, chacun fait une page ou chacun Oui. fait un article? Non, non. Alors, évidemment, si vous faites une traduction à plusieurs, vous pouvez vous permettre de traduire quelque chose d'un peu plus long. Si un de vous, une de vous fait une traduction seule, ce sera une traduction d'un texte de 7, 8, 10 pages maximum, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Si vous mettez à 2 ou à 3, vous pouvez faire un texte de 20 pages. Vous voyez ? Le but, c'est de... Voilà. Alors, par contre, ce qui peut être bien pour les traductions, en tout cas, puisque
comment dire, le travail de traduction, il est plutôt réservé aux étudiants étrangers. Ça peut être bien quand même, alors soit de mettre dans le groupe un francophone natif pour qu'il relise, soit d'avoir un ami, de le faire relire par quelqu'un, parce que j'ai eu les années d'avant parfois des textes qui étaient très difficiles à noter parce que le français n'était pas suffisant. Donc il faut que vous trouviez un moyen pour me rendre des textes qui soient écrits correctement, quoi. Donc il faut quand même les faire relire parce que c'est difficile. Hein. Oui. Et aussi par la traduction, si on traduit tout le texte ou seulement pour retirer les connaissances plus importantes reliées à... Oui, alors c'est un travail différent dans ce cas-là. Vous pouvez faire, au lieu de faire une traduction, vous pouvez prendre quelque chose d'un peu plus long et faire un résumé, une synthèse. Hein, vous avez aussi cette possibilité, c'est pas forcément une traduction. Moi, ce qui est intéressant pour moi, évidemment, dans la traduction, c'est que je peux vraiment, si je valide un article, c'est parce que l'article m'intéresse et que je ne peux pas le lire s'il est écrit que en chinois. Donc là, ça me permet de lire et d'accéder à des connaissances. Un résumé, c'est intéressant aussi, mais je ne pourrais pas directement me référer, sauf si il y a quand même des citations sur les passages importants, etc. Donc je dirais ça plutôt. Si vous faites un résumé ou une synthèse d'un livre écrit dans une autre langue que le français, en tout cas dans une langue exotique pour moi, eh bien c'est important qu'il y ait des citations traduites, vraiment des petits passages traduits, mais tout petits, pour les moments importants. Peut-être pour le résumer aussi, pour citer des exemples. Oui, voilà, pour les exemples aussi. Ouais. Oui. Ah, alors, oui, ça c'est une bonne question. J'ai un peu l'impression, est-ce que parmi vous, certains seraient prêts pour faire un exposé avant le deuxième semestre? Ah, ouais. Bon, très bien. Alors, on peut réserver une séance, peut-être la dernière avant les vacances, pour vous laisser du temps. Donc, ça veut dire, là, après celle-ci, il nous reste 3 séances, si je me souviens bien. Donc, ça serait la dernière séance du mois de décembre, quoi, avant les vacances, pour les exposer. Moi, je pensais que, donc, s'il y a au moins 2 exposés, on peut en faire tenir 3 dans une séance, mais 2, c'est bien, parce que ça laisse plus de temps pour discuter. Le but étant de faire un PowerPoint, hein, il faut faire un PowerPoint, parce que je commente également votre façon de gérer le PowerPoint, parce que c'est quand même quelque chose qu'on est amené à faire tout le temps dans la vie universitaire maintenant, et ça s'apprend petit à petit, donc c'est une occasion. Je ne sais pas si vous avez souvent l'occasion de le faire. Ici, je trouve que bon, c'est bien. J'ai remarqué, disons, les années précédentes, que c'était utile pour les étudiants qui ensuite vont faire une thèse, etc., de savoir présenter un travail sous forme d'un PowerPoint. Alors après, évidemment, il y a des disciplines dans lesquelles on le fait très peu. En linguistique, on le fait beaucoup. En littérature, on le fait très peu. Hein, je veux dire, puisque c'est vrai qu'on montre pas beaucoup de choses. Quand on commande des textes, ou en philosophie, la philo, ça dépend. Hein. Si c'est de la philo de l'esprit, il y a des PowerPoint. Sinon, il n'y en a pas. Pareil, en psychologie, si c'est des psychanalystes, il n'y a pas de PowerPoint. Si c'est de la psychologie cognitive, il y a des PowerPoint. Donc, en fait, c'est assez drôle. Mais en linguistique, on en fait. Hein. C'est assez courant. Donc, ça vaut le coup de savoir. Alors, l'exposé, il doit faire une quinzaine de minutes maximum, 10-15 minutes, et pour qu'on ait du temps pour discuter un peu. Et donc, on arrive à faire tenir jusqu'à 3 exposés normalement à peu près dans une séance de 2 heures, mais 2, c'est aussi faisable. Donc, c'est bien, ouais, si vous avez 2. Alors, pour les autres, donc, il y aura au deuxième semestre, il y aura quelques intervenants extérieurs dans le séminaire. Alors, je n'ai pas les noms de tous, mais il y aura notamment Emmanuel Sander, dont je vous ai peut-être parlé, qui a fait le gros livre là sur l'analogie avec Hofstetter. Donc, lui, il va venir. C'est un des meilleurs spécialistes français, peut-être le meilleur spécialiste sur l'analogie. Donc, ce sera intéressant d'avoir le point de vue de la psychologie cognitive là-dessus. Et puis d'autres, bon, et il y aura à peu près la moitié des séances où on va travailler sur à partir d'exposés que j'essaierai d'organiser thématiquement en fonction
Et puis des séances donc plus traditionnelles, soit avec un intervenant extérieur, soit moi qui vous ferai un cours. Donc tout le monde ne pourra pas faire un exposé, hein, parce qu'on n'aura pas le temps, on n'aura pas assez de séances, on ne peut pas passer tout notre temps à ça. Mais c'est important parce que je veux dire que je me servirai des exposés pour introduire des notions, pour approfondir des choses. Hein. Je vais essayer d'intégrer vraiment le travail que chacun fera dans l'exposé dans notre réflexion d'ensemble sur l'analogie. Voilà, et donc pour ceux qui ne feront pas un exposé, eh bien ce sera un travail écrit que vous me rendrez à la fin de l'année. Voilà, ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis à la semaine prochaine.